Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis Ifelaye ou Cilia, comme vous voulez. J'ai 24 ans et je suis bénino-togolaise. Bon, c'est pas de ça qu'il s'agit ici. J'ai grandi dans la culture africaine avec ses valeurs, ses tabous et parfois son côté conservateur. Je dois vous avouer que l'entrée dans l'âge adulte a suscité en moi de nombreuses questions et souvent, je trouve qu'on va chercher les réponses beaucoup loin, chez des étrangers, chez des personnes qu'on ne connaît pas forcément, alors qu'à côté de nous, on a des parents, des grands-parents qui ont fait le parcours et à qui on pourrait simplement demander des conseils ou chercher à en savoir plus sur leur parcours à eux. C'est d'ailleurs pour cette raison que je crée ce podcast qui, j'espère, répondra à vos questions en général pour savoir, pour parler avec les parents sur différents sujets, que ce soit des parents, des grands-parents, parler de différents sujets, voir comment gérer cette phase de d'adulte, autant sur les questions de santé, de culture, de spiritualité et bien d'autres. J'espère que vous apprécierez écouter ces personnes et que vous aurez pourquoi pas vous-même des questions. Je n'hésiterai pas bien évidemment à contacter les personnes adéquates pour y répondre. Donc, bienvenue dans le podcast Agama. On se mettra donc dans la peau de différentes personnes, d'où le nom. Et aujourd'hui, nous accueillons le professeur Zoumenou, qui est aussi mon papa, qui est médecin anesthésiste et réanimateur pour parler de la santé. J'ai eu la chance, on va dire, de voir mes arrière-grands-parents, mes grands-parents, et j'ai perdu ma mère très tôt. Et j'ai eu cette sensation que de plus en plus, les gens mouraient beaucoup plus jeunes qu'avant. Et j'avais besoin d'avoir des réponses à ces questions. Qu'est-ce qui, dans notre vie aujourd'hui, a changé? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une longue durée de vie? Qu'est-ce qu'on pourrait changer dans nos habitudes, dans notre quotidien? Donc, qui de mieux que mon père qui est médecin pour répondre à ces questions à sa manière, en me parlant un peu de sa vie, de ses habitudes, des habitudes de mes arrière-grands-parents, de mes grands-parents. Et sans vouloir trop spoiler, je vous laisse écouter notre échange. Bonjour professeur Zoumenou. Bonjour madame, J'espère que vous allez bien. moi je vais très bien. Moi également. Je suis là pour échanger un peu plus avec vous sur le sujet de la santé, mais de manière un peu plus ludique, dans le sens où on va parler ensemble de comment vous avez grandi, de qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les gens meurent de plus en plus tôt, bon, bien sûr si c'est votre avis aussi, et de qu'est-ce qu'il faut faire ou bien qu'est-ce qu'il faut prodiguer à la jeunesse actuelle pour un peu plus prendre soin d'elle et préparer un avenir meilleur. Donc si ça vous va, on peut commencer. On peut commencer. Je Euh, crois que je vais déjà me présenter. oui. Je suis le docteur Zoubenou Eugène, je suis médecin anesthésiste réanimateur et je suis enseignant de médecine à la faculté des sciences de la santé de Cotonou. Mais médecin anesthésiste réanimateur, ça veut dire que je suis d'abord médecin généraliste. Donc on peut aborder tous les sujets concernant la santé. Ok. Comment avez-vous décidé, pourquoi avez-vous décidé d'être médecin? Décider d'être médecin, parler de décision, ce n'est pas tout à fait une décision. Mais pendant mes dernières années du collège, donc 2 à 3 ans avant le bac, j'avais déjà en idée, je voulais devenir médecin et je me faisais déjà appeler docteur Zoumenou à l'époque parce que j'admirais les médecins et je voulais faire partie de ce métier où on s'occupe de l'autre plus que de soi-même. Ok. Et dans quel environnement vous avez grandi? Est-ce que dans votre environnement, est-ce que je peux vous tutoyer? Oui, allons-y, il n'y a pas de souci. Ok. Dans quel environnement tu as grandi et est-ce que prendre soin de l'autre était déjà au centre de ton quotidien? Bon, moi j'ai quand même une histoire particulière. J'ai grandi dans deux conditions différentes. D'abord jusqu'à l'âge de 11 12 ans et puis après l'âge de 12 ans.
Avant l'âge de 12 ans, j'ai grandi avec ma mère exclusivement, dans un environnement quand même, entre guillemets, un peu pauvre, à Saint-Michel, où beaucoup de sobriété. Et puis, dans un deuxième temps, rejoint mon père après 12 ans dans un environnement un peu plus riche, un peu plus cossu, mais ça ne m'a pas empêché de continuer à fréquenter et vivre un peu les réalités de ma mère. Et c'est vrai que à Saint-Michel, déjà, il y avait une ambiance où j'aimais déjà m'occuper des plus petits que moi, des jeunes frères, comme des jeunes cousins, comme comme on dit, prendre soin de l'autre. J'ai toujours été empathique. J'ai toujours été empathique, même jusqu'à maintenant, où parfois j'ai même l'impression de vouloir me mêler de ce qui ne me regarde pas. Dès que je sens que quelqu'un a besoin qu'on l'aide, qu'on s'intéresse, je vais facilement le faire. Donc, je suis assez empathique. Et moi, j'ai fait le constat selon lequel, où j'ai plutôt remarqué que de plus en plus, on mourait tôt. Je ne sais pas si ce constat est le tien. J'ai pu voir mes arrière-grands-parents, mes grands-parents, et j'ai malheureusement perdu ma mère tôt. Et de plus en plus, les gens autour de moi perdent des gens beaucoup plus tôt. Est-ce que c'est votre constat aussi? Ce n'est pas tout à fait le constat, même si dans une certaine mesure, je vais corroborer votre déclaration. Ce n'est pas tout à fait le cas parce que la, la mortalité dans un pays se mesure à l'espérance de vie. Or, il y a une vingtaine d'années, l'espérance de vie du Béninois était autour de 50 ans, alors qu'aujourd'hui, nous avons une espérance de vie qui est supérieure à 60 ans. Qui est supérieure à 60 ans. Donc, on peut dire que la science a évolué, que la médecine a évolué, que les conditions de vie et de santé ont évolué et nous vivons plus vieux. Ça, c'est pour le cadre général. Mais effectivement, quand on prend à l'échelle individuelle, il y a ce que nous appelons des maladies émergentes. Il y a les maladies émergentes, c'est des maladies qu'on ne connaissait pas avant qu'il y a. Mais même avant les maladies émergentes, il y a l'émergence de certaines maladies qu'on ne connaissait pas suffisamment ici, notamment les pathologies cardiovasculaires et les problèmes neurologiques. Avant, quand on dit les problèmes de santé, c'était surtout les infections, le paludisme, la diarrhée, les méningites et tout ça. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de problèmes de cœur et de vaisseau, vous avez beaucoup de problèmes neurologiques, vous avez beaucoup de problèmes d'obésité et vous avez les autres maladies chroniques que sont le diabète, les cancers. Le diabète, les cancers. Et ça fait que on voit de plus en plus effectivement des personnes mourir de ces maladies et de plus en plus jeunes. Infarctus du myocarde, embolie pulmonaire, accident vasculaire cérébral, cancer de toutes sortes. Cancer chez la femme, le sein, l'utérus, cancer chez l'homme, la prostate et autres. Et puis il y a beaucoup de cancers. Et vous imaginez qu'il y a beaucoup de cancers chez les enfants aussi. Le Bénin a évolué, il y a un hôpital, à l'hôpital de Porto Novo, un département entier qui s'occupe uniquement des cancers de l'enfant qui a été mis en place par la Fondation Claudine Talon, une belle institution, mais qui a beaucoup d'enfants atteints de cancer qui sont diagnostiqués malheureusement tardivement et beaucoup de ces enfants vont mourir aussi et contribuer à agir sur l'espérance de vie du Béninois. Donc pour résumer, plus qu'avant, on meurt beaucoup de maladies du cœur et des vaisseaux. Infarctus du myocarde, embolie pulmonaire, hypertension artérielle, accidents vasculaires cérébraux, meurt beaucoup de cancers de différentes sortes. Et qu'est-ce qui a changé dans la manière de vivre? Dans la manière de vivre, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Le développement ne vient pas qu'avec le côté positif.
Je vais prendre quelques aspects. Avant, nous avions des grandes familles. Nous avions des grandes familles et on vivait facilement avec nos parents, avec leurs frères et sœurs. Donc nous avions des oncles, des tantes, des cousins, cousins, cousines avec qui nous vivions ensemble. Même si on n'est pas dans la même maison, il y avait des occasions où on se rencontrait, où on faisait des fêtes familiales, où il y avait de la convivialité, où puis on sentait pas de tension sociale autant que ça dans les familles. On vivait la plupart du temps, les villes n'étaient pas aussi grandes, les villes n'étaient pas aussi étendues. Donc souvent, on n'est pas très loin de là où on travaille. Et on venait toujours, tout le monde venait à la maison à midi et demi, manger, se reposer, faire la sieste, et puis repartir au boulot. Et puis à 18 h, tout le monde est revenu à la maison. Comparé à aujourd'hui, on travaille loin, on rejoint les maisons après le travail très tard. On passe beaucoup de temps dans les embouteillages et puis on le vit. Souvent, on ne le vit même plus dans nos maisons. On vient dans nos maisons la nuit et puis pour dormir. Et puis quand on a la chance, on est dans la maison le week-end. Donc on ne jouit pas. Et puis il y a cette ambiance qui manque. Deuxièmement, la vie au travail est de plus en plus stressante. Parce que on est speed, la vitesse est accélérée, on doit aller plus vite, et la convivialité n'est pas comme avant. Il y a plus, il y a plus de concurrence, il y a plus d'adversité, et ça génère beaucoup de stress. Beaucoup de stress. Or, le stress est le grand mal de notre temps. Et le stress intervient dans toutes les maladies qu'on vient de citer. Stress et infarctus du myocarde, stress et diabète, stress et hypertension artérielle, stress et accidents vasculaires cérébraux, stress et obésité. Donc le stress est un facteur clé. Celui qui arrivera à gérer le stress va gérer sa santé. Surtout. Donc il y a cet environnement. Et puis il y a l'alimentation. Il y a l'alimentation. Nous mangions plus sain. Ah oui, est-ce que les recettes ont changé? J'ai pas l'impression que avant ils utilisaient moins d'huile, par exemple, forcément. Non, les recettes n'ont pas tout à fait changé, mais déjà, les denrées étaient plus saines. Le légume que j'achetais avant, c'est un légume qui a été cultivé sans engrais. Sans engrais, sans pesticides et tout ça. Avant. Aujourd'hui, la plupart des légumes cultivés avec engrais. Deuxièmement, beaucoup de légumes sont vides des nutriments qu'on attend d'eux. Légumes et fruits sont vides des nutriments qu'on attend d'eux. Et puis, en plus, l'usage des produits en boîte, des conserves, des tomates en boîte, des bouillons, communément appelés cubes, ça s'est généralisé et nous mangeons mal. Et je vous ai dit tout à l'heure, avant, on rentrait à midi, on mangeait et puis on repartait, on mangeait encore le soir. Aujourd'hui, beaucoup de gens, le seul vrai repas qu'ils prennent chez eux, c'est le dîner. C'est le dîner. Et en plus, ils sont rentrés tard. Donc, c'est autour de 21 h, 22 h qu'ils vont prendre leur dîner lourd et ils vont dormir. Et ils sont sédentaires. Ils ne marchent pas. Avant, on faisait beaucoup de courses à la marche. Les élèves marchaient pour aller à l'école. Il n'y a pas de médias, il n'y a pas de voiture, tu marches pour aller à l'école. Aujourd'hui, nous sommes développés, nous avons des moyens de déplacement qui tuent oui, la santé à cause nous sommes devenus des sédentaires. Et comme disait quelqu'un, on dort dans une boîte, on se lève, on rentre dans une boîte, la boîte file et nous dépose devant notre boîte et puis on s'enferme dans sa boîte. Et à la fin, on vit dans des boîtes. On vit dans des boîtes, on ne vit pas dans l'environnement, on ne profite pas de l'oxygène, de l'air et on ne profite pas de l'environnement. Tout ça, ça peut expliquer que nous soyons de plus en plus malades. Oui. Et nous, dans notre génération, on parle beaucoup de problèmes, de tout ce qui est santé mentale. Tout le monde devient anxieux pour tout et pour rien. Et est-ce que vous avez connu ça aussi dans votre génération? Pas du tout. Pas du tout. Nous, pas du tout. On n'a tellement pas connu ça que
les gens de mon âge aiment rappeler leurs souvenirs de collège. Quand on est sur des forats d'anciens camarades de collège, on ne rêve que de retrouver ces moments-là. On s'amuse à rappeler ces moments que vous n'avez pas connus aujourd'hui. D'abord, aujourd'hui, l'enfant change tellement d'école avant d'arriver euh, au bout de sa formation qu'il ne peut même pas dire voilà mon collège, voilà mon, mon école. Et ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Euh, on était plus zen. Oui. On était plus zen avant que maintenant. L'école aujourd'hui est devenue très mécanique. Ce n'est pas un lieu de vie. Oui. Avant, l'école était un lieu de vie. Aujourd'hui, l'école n'est plus un lieu de vie, c'est un lieu de concurrence, c'est un lieu d'agressivité, c'est un lieu où il y a facilement l'alcool et la drogue. Difficile. Est-ce que pour vous amuser aussi à l'époque, vous preniez de la cigarette, de l'alcool? Est-ce que c'était déjà dans les habitudes à ce moment-là? Non, c'était exception. On avait quelques camarades. C'était tellement exceptionnel que ceux qui le font, on les identifiait. On savait que lui, il aime l'alcool, lui, il fume. Donc, ils sont particuliers. C'est pas qu'il n'y en avait pas, mais c'était des gens particuliers qu'on indexait. Et c'est comme si celui qui fumait, c'est un voyou. Celui qui prend de l'alcool est un voyou. Donc, ce Aujourd'hui, n'est chez nous, c'est un peu la, on va dire non, la trend non, c'est pas la où mode. chacun veut montrer qu'il a un mouette, Non, différents types de bouteilles de champagne, avec la chicha qui va avec. c'est une connerie. C'est une connerie générale. Mais c'est parce que aussi, euh, l'évaluation des gens, le mode d'évaluation des gens aussi a changé. Le jour où on va comprendre que celui qui a du mérite, c'est pas celui qui a l'argent pour prendre la chicha. C'est celui qui a eu le génie de fabriquer, de créer la chicha. Je respecte, malgré que ce soit négatif, je respecte celui qui crée que celui qui dit j'ai les moyens de. Celui qui achète mouette, il ne m'impressionne pas. C'est celui qui a eu le génie de créer un produit adulé cher, qu'il arrive à vendre cher à des gens qui sont heureux de l'acheter, alors qu'en réalité, ça ne leur apporte rien de positif. Et est-ce que toi, qui as connu tes grands-parents, est-ce qu'ils avaient des rituels à la maison pour prendre soin d'eux, ou ils ne faisaient rien de particulier? Je n'avais pas l'impression qu'ils faisaient quelque chose de particulier. Je crois qu'ils vivaient normalement. Mais ils vivaient dans un environnement qui était sain. Ils pratiquaient la marche obligatoirement parce qu'ils ne faisaient pas leurs courses pour un oui ou un non. En voiture, on sort la voiture pour faire les longues courses, mais pour aller dans un quartier, dans le quartier à côté, pour faire la course à côté, c'était à pied, à la marche. Et sur le plan alimentation, si on doit parler de rituels, c'est des habitudes alimentaires, euh, oui, simples, correctes, euh, qui les ont. Ceux-là n'ont pas de rituel particulier, ils n'ont même pas de dire, bon, je dois faire le sport 3 fois par jour. Ils ne se posaient, je n'avais pas l'impression qu'on se posait même, je ne savais même pas que ça existait, de se dire qu'on va faire, c'était snob. Quelqu'un qui dit, je vais aller faire le sport, c'était snob. Puis les autres, ils bougeaient tellement qu'ils n'en avaient pas réellement besoin. Je n'ai pas l'impression qu'il y avait des rituels. Par contre, il y avait des rituels pour les enfants. Il y avait des rituels pour les enfants, des rituels de déparasitage. Pour que les enfants soient en bonne santé, il fallait les déparasiter systématiquement. Et quand on dit déparasiter, c'est non seulement des produits qu'il faut éliminer des vers vivants que l'enfant pouvait voir, ou des produits de purge. On donnait des produits aux enfants qui font des diarrhées. De la pharmacopée traditionnelle ou l'huile de ricin très désagréable qui vidait complètement le tube digestif de l'individu qui a 9, entre guillemets, et puis ça lui permettait de recommencer à manger. Bon, aujourd'hui, en tant que médecin, je me demande comment ils arrivaient à faire ça sans tuer des enfants, parce que c'est une déshydratation qui se crée. Mais ils avaient la méthode pour faire manger de la banane, de boire de l'eau pour compenser. Ça, c'est plutôt intéressant.
Et donc, avec tout ça, toi, tu étais préparé à affronter la vie d'adulte ou toi aussi, enfin, on va dire en grandissant, en travaillant, tu as eu certaines désillusions. Un peu, mais en grandissant, on grandissait sans souci. On ne se posait pas beaucoup de questions. Est-ce que je vais trouver du travail? Est-ce que... Non, non, non. De toute façon, tout le monde travaillait. Tout le monde travaillait. Donc, on ne connaissait pas s'il y avait le chômage ou pas. Donc, au moins ça, on n'avait pas de problème. Nous, notre seule préoccupation à l'époque, c'est qui allait étudier au pays et qui allait Parti. voyager. Donc voyager, c'était un luxe et puis c'était un rêve aussi de pouvoir aller faire ses études à l'extérieur et la plupart dans l'esprit de revenir, de revenir. Parce que si tu restes là-bas, tu ne vas pas suffisamment montrer à ceux qui sont ici que tu as étudié à l'extérieur. Donc c'était plus ça, pas tellement pour, pour les îles. Bon, au fur et à mesure que les choses se passent, on a quand même quelques désillusions parce qu'on se rend compte que nous qui avons vécu cette vie plus ou moins facile de nos parents, dont on est admiratif aujourd'hui, dont on est admiratif parce que quand on regarde leur âge, l'âge auquel ils ont réalisé certaines choses, l'âge auquel ils ont conçu leur maison, l'âge auquel ils ont acheté leur voiture, l'âge auquel... Ah, tu te dis, mais quand tu fais le calcul, ce monsieur, il avait 35 ans. Oui, À cette époque, il avait 40 ans. À cette époque, mais c'était déjà un homme accompli. bien sûr. C'était déjà un homme complètement accompli. Alors qu'aujourd'hui, 50, 60 ans, certains continuent de se chercher, de se chercher, de se chercher encore. Et qu'est-ce qui pourrait expliquer, à ton avis, cette différence-là? Parce que même nous, aujourd'hui, à notre petite échelle, on se demande comment les parents, ils ont construit leur maison, comment on doit épargner, par où on Oui, commence. c'est ça. Et ça, je pense qu'on en discute tellement peu avec les parents qu'on n'y est pas forcément préparé. La vie a beaucoup évolué. La vie a beaucoup évolué. Et si moi, j'étais jeune aujourd'hui, par rapport à ce que je vois là, un, j'allais bannir complètement la paresse. Je crois qu'il faut travailler sur soi. Il faut apprendre beaucoup de choses, se développer sur le plan personnel, intellectuel, sur le plan spirituel. En tout cas, avoir un certain niveau de développement personnel. Je laisse l'école, quel que soit le chemin qu'on a suivi. D'ailleurs, plus on a des diplômes, moins on a des chances de réussir. Ah oui, plus on a des diplômes, moins on a des chances de réussir. Aujourd'hui, on va revenir dessus. Donc, développement personnel. Même si on doit travailler pour euh, une institution, pour quelqu'un, même si on doit être salarié, comment réfléchir à créer. Les années à venir, on ne peut plus vivre sans créer quelque chose. On ne pourra plus vivre décemment sans créer quelque chose. Être toujours en train de penser, créer des solutions. Il y a tellement de problèmes autour de nous. Créer des solutions pour des problèmes autour de nous qui vont peut-être être lucratifs, euh, lucratifs à moyen ou long terme. Troisièmement, être économe. Ça, c'est vrai. Troisièmement, être économe. Savoir comment on dépense L'argent. l'argent. Être économe. Il n'y a rien de tel que l'économie. Parce que vous avez de plus en plus besoin de liquidité pour résoudre certaines préoccupations. Ceux qui seront économes, on cotise un tout petit peu pour qu'à la longue, ça puisse servir. Si vous n'avez pas d'économie, vous ne pourrez pas louer de bonnes maisons, vous ne pourrez pas construire de maisons, vous ne pourrez pas acheter des, vos véhicules pour vous déplacer. Il faut être économe. Quel que soit ce qu'on gagne, il faut forcément économiser de l'argent pour pouvoir éventuellement investir cet argent par la suite et pourquoi pas s'enrichir et se mettre en tête que la pauvreté ne peut pas être un souhait. La pauvreté ne peut pas être un souhait. On n'a pas le droit d'être pauvre. Parce qu'il y a tellement, euh, en dehors du fait que si on a les moyens, on va vivre mieux, on va profiter mieux de la vie.
se faciliter la vie. Mais il y a tellement d'handicapés autour de nous qu'on doit aider que être pauvre à côté de l'handicapé. Si on n'est pas handicapé et qu'on est pauvre, on est pratiquement un criminel. Parce que le handicapé risque de mourir un jour sans qu'on ne puisse l'aider. Sans qu'on ne puisse l'aider. Donc on a le devoir de, de produire des richesses. Aujourd'hui, moi, malgré mon âge, je continue de me dire il faut que j'arrive à produire des richesses pour aider ceux qui sont autour autour de moi. Donc voilà quelques aspects et se cultiver. Aujourd'hui, il y a tellement, on a peur. Nous, on a peur du type de jeune qu'on aura demain, sans culture, qui a tellement visionné des vidéos fausses, des montages auxquels il a cru qu'il est dans le rêve. Il n'est pas dans la réalité. Il n'est pas dans la réalité. Et le pire, c'est il y a moins d'interaction. Le téléphone est en train de détruire notre vie. Le téléphone est en train de détruire les interactions directes que nous devrions avoir. Mais on espère qu'on arrivera à relativiser tout ça. Et si si un jeune te demande un conseil pour affronter la vie d'adulte, qu'est-ce que tu lui dirais? Je répéterai la même chose. Être économe. Mon cher ami, investis sur toi. Étudie, développe-toi spirituellement, intellectuellement, travaille, 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 préserve ta santé par une bonne hygiène alimentaire, l'exercice physique, sois économe, ne te contente pas de vouloir chercher seulement du travail, réfléchis à créer des solutions et ça va te permettre de gagner de l'argent. Quelqu'un m'a donné l'exemple simple la dernière fois. Comment on forme un étudiant qui a une licence de marketing, action commerciale. Il est formé en marketing, action commerciale. Il est au chômage. Il cherche quelqu'un qui va le prendre pour qu'il vende pour la personne. Puis il a appris à vendre. Mais lui-même, il ne peut rien trouver à vendre dans son propre compte. Il n'a aucune idée, il n'a rien du tout à vendre, ne serait-ce qu'en TD. Je me demande si on ne leur propose pas des TD pour dire ton exercice, c'est vendre, propose quelque chose à vendre. Mais plutôt que de se proposer à quelqu'un qui va l'utiliser pour vendre un produit que la personne a déjà. Alors que toi, tu as appris à vendre. Normalement, quand tu sors de là, tu prends un stylo inutile, tu dois le vendre. Ça, c'est un exemple. Donc, les jeunes, malheureusement, les jeunes n'auront pas suffisamment d'emplois. Oh, il y a beaucoup de problèmes à résoudre. On va se dire, ah, si tout le monde crée comme non, il y a tellement de problèmes à résoudre que si on réfléchit, on a probablement des solutions à proposer qui deviennent rentables pour celui qui propose ces solutions-là. Et toi, à titre personnel, comme dernière question, ou plus ou moins avant-dernière question, c'est comment tu prends soin de toi? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Quelles sont tes habitudes? Au quotidien, c'est d'abord l'hygiène. L'hygiène vestimentaire, l'hygiène corporelle et tout ça. Deuxièmement, c'est l'alimentation. Moi, je ne mange jamais complètement à ma faim. Quand on finit de manger, on doit encore avoir une petite faim. Et l'eau va combler cette faim-là. Donc, on ne doit pas manger et être repu. On doit manger utile. On mange utile. Il faut choisir ce qu'on mange dans la mesure du possible. Ne pas manger trop gras, trop sucré, ni trop salé. Je ne mange ni trop gras, ni trop sucré, ni trop salé. J'évite les boissons sucrées. On ne peut pas ne pas le prendre du tout, mais de manière exceptionnelle. Je ne vais pas citer de marque, mais de manière exceptionnelle, je prends ces boissons sucrées. Mais surtout, je bouge tout le temps. Je bouge tout le temps. Je ne suis pas sédentaire.
Et l'un des moyens le plus facile pour moi de bouger, c'est la marche. Je marche tout le temps. Chaque jour, je dois me forcer à faire les 10 000 pas. Chaque jour. C'est vrai, il y a des périodes de 3 jours, une semaine, où on est empêché de le faire et puis on reprend l'habitude. Mais en une année, il ne peut pas m'arriver d'avoir 30 jours sans marche. Sur les 365 jours de l'année, je ne peux pas atteindre 30 jours sans marche. Donc, c'est mais le vrai problème après qui se pose à tout le monde, c'est la gestion du stress. Et du temps aussi. La gestion du temps, oui, la gestion du temps, mais la gestion du stress est primordiale par rapport à la gestion du temps. La gestion du stress. Toi, tu gères ton stress. En essayant de tout relativiser, en sachant que le temps règle beaucoup de problèmes pour lesquels on aurait pu se suicider pour des situations qui, après quelque temps, deviennent banales. On aurait eu tort de se suicider. Donc, la gestion du stress est difficile, mais chacun doit trouver sa manière de gérer le stress. De toutes les façons, celui qui est stressé est candidat d'office à toutes les maladies chroniques. Hypertension artérielle, diabète, obésité, cancer. Donc le stress nous met sur le chemin de toutes ces maladies chroniques-là. Donc il faut trouver le moyen de gérer. Et pour finir, est-ce que tu as un mot de fin? Non, le mot de fin, c'est de vous féliciter pour cette création. Je parlais de création tout à l'heure. Vous avez créé quelque chose que vous avez appelé ça podcast. Je vous félicite d'avoir créé ça. Je vous remercie pour l'opportunité qui m'est donnée de partager avec les autres. J'espère que ça va impacter beaucoup de vos auditeurs, beaucoup de personnes qui s'intéressent à votre podcast. Je vous souhaite du succès à votre podcast. Et puis je dis, ayons l'intelligence de jouer avec le temps dans lequel nous sommes. À chaque temps, on doit s'organiser pour gagner, pour sa santé, pour sa vie et pour la vie des gens qui sont autour de nous. Il n'est pas question de dire la vie est dure aujourd'hui. Comment on vit avec la vie dure d'aujourd'hui? C'est ça la vraie question. Merci de nous avoir accordé du temps. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cet échange et j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner à la page du podcast ainsi qu'à ma page personnelle. Toutes les informations seront disponibles en barre d'infos. Notez également ce podcast afin qu'il soit proposé à d'autres auditeurs. C'était Agama Podcast avec Célia Ifelaye.